Avec pas moins de 230 millions de dollars cumulés au box-office mondial à l'heure où je vous parle, Le Robot Sauvage, dernier long métrage des studios DreamWorks actuellement au cinéma, marque les foules par son histoire, sa beauté, sa musique et son message. Un film d'animation m'ayant profondément touché, et ce pour plusieurs raisons que je vais vous partager dans cette vidéo. Mais alors, que vaut réellement Le Robot Sauvage? On va voir ça tout de suite. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce 1er novembre, j'espère que vos soirées d'Halloween s'est bien passées pour ceux qui la fêtent. L'occasion de se retrouver dans un plaid moelleux, un chocolat chaud à la main, devant un programme bien spooky. Par exemple, ma dernière vidéo sur les films d'animation les plus terrifiants. Épisode 3 qui vous a pas mal plu. Une vidéo qui m'a permis d'atteindre les 45 000 abonnés, merci beaucoup. Comme vous le savez, j'ai pour objectif les 50 000 avant la fin de l'année. Donc pour cela, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. Et pour le référencement, comme d'habitude, vous avez le like, le partage et le petit commentaire. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est avant tout pour connaître mon avis sur le long métrage Le Robot Sauvage, sorti dans nos salles françaises ce 9 octobre dernier. C'est donc tout naturellement que je sors une vidéo dédiée 100 ans après tout le monde comme à mon habitude. Mais ne perdons pas une minute de plus. Chers amis, plongeons-nous tous ensemble dans cet univers alliant nature et technologie avec ma critique du Robot Sauvage. Générique. Eh bien chers amis, vous n'imaginez pas depuis combien de temps je souhaite faire cette vidéo. J'ai pris connaissance de l'existence de ce projet début 2024. La toute première bande-annonce est sortie début mars, permettant au monde entier de découvrir les premières images du film, et waouh, quelle claque! Il fallait que j'en sache plus dessus. Ensuite, on a eu le Festival d'Annecy, événement que j'attendais de pied ferme, comme chaque année depuis que j'ai commencé mes études dans l'animation il y a presque 9 ans. L'occasion donc de réserver ma petite séance afin de découvrir les premiers extraits en avant-première avec la présence en salle du réalisateur Chris Sanders. Et mon dieu, l'ambiance dans la salle. Une standing ovation, des rires, des pleurs, un accouchement. Non, ça c'est pas vrai. Mais pour ce qui s'est dit durant la conférence, je vous en parle plus tard. En attendant, je vous laisse avec un petit extrait de moi à la sortie. Je sors de la séance Le Robot Sauvage, très cool, on a eu un tote bag. Donc on a maté la première bande-annonce que tout le monde connaît. On a maté en avant-première la seconde bande-annonce qui est incroyable. On a eu le droit à 2 extraits de 10 minutes. Bon, je vais pas spoiler, mais j'ai chialé comme une merde. Et beaucoup de gens ont chialé aussi. Et c'est chaud de se dire qu'un film arrive à me faire ressentir des émotions comme ça. Même pas un film, un extrait de 10 minutes. Je vais le dire sans avoir peur. Je pense que Le Robot Sauvage va être l'un des films de la décennie. Pas l'un des films d'animation. L'un des films de la décennie. Et je pèse mes mots. J'espère être day one au cinéma pour le voir, parce que c'est une dinguerie. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un film que je voulais absolument voir en avant-première, tellement je l'attendais de pied ferme. Bon, si vous suivez mes aventures, vous savez que j'ai déménagé de Paris et que le cinéma le plus proche est à 1 heure de voiture de chez moi, à Annecy. Et qu'il y a que en VF. Heureusement, j'ai eu l'occasion de remonter sur Paris afin de le voir en VO avec ma chère maman, que j'embrasse. Cette vidéo sera donc l'occasion pour moi de vous partager ma critique sur le film, mais aussi sa genèse, son accueil critique et financier, et 2-3 anecdotes dessus comme j'ai l'habitude de faire. Mais juste avant, j'aimerais vous présenter brièvement une œuvre qui est chère à mes yeux et qui se rapproche assez fortement du Robot Sauvage, vous allez voir. Il s'agit de mon court-métrage d'étudiant, Darwin. Est un projet de court-métrage d'animation 3D réalisé en équipe durant mes 2 années de master à l'ECV Bordeaux. On y suit, comme dans le film, un robot, mais cette fois-ci arrivé sur Terre afin de collecter des données génétiques pour réhabiliter l'espèce humaine, alors disparue. Notre robot tombe alors sur une créature humanoïde, sûrement une descendante de notre espèce.
Vont-ils réussir à cohabiter dans cet environnement hostile? Vous le saurez en regardant ce court-métrage sur la page YouTube de l'ECV. Je vous partage tout ça dans la description. Vous n'aurez qu'à commenter que vous êtes venu de ma part. J'en profite pour partager les réseaux de mes amis avec qui j'ai fait le film. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à leur travail. Coucou à vous si vous regardez cette vidéo d'ailleurs. Je me suis dit qu'il était de bon ton de vous présenter ce petit court-métrage car il possède quelques similitudes avec Le Robot Sauvage. Ça m'a vraiment fait tout drôle quand j'ai découvert les premières images du film. Bien, fermons donc cette parenthèse. On peut alors passer à la genèse du Robot Sauvage. C'est parti ? The Wild Robots, dans sa version originale, est le dernier long métrage d'animation des studios DreamWorks. Basé sur le roman éponyme de Peter Brown, le film est réalisé par notre grand Christopher Sanders, un habitué dans la réalisation de masterclass d'animation. Mais avant de parler de lui, j'aimerais qu'on s'attarde sur la vie de Peter si vous le voulez bien. Peter Brown est un écrivain et illustrateur américain, surtout connu pour ses livres d'images pour enfants, dont nombreux d'entre eux ont remporté des prix prestigieux. Son premier livre illustré, The Curious Garden, est un franc succès, nommé l'un des meilleurs livres pour enfants de l'année 2009. Consécration quelques années plus tard avec sa trilogie best-seller Creepy Tales avec un petit lapin comme héros de l'histoire. Peter Brown s'est donc fait un nom dans le domaine de l'illustration, mais surtout de la narration. Il sort alors entre 2016 et 2023 sa fameuse trilogie de livres qui nous intéresse pour cette vidéo. The Wild Robots, The Wild Robot Escapes et enfin The Wild Robot Protects. C'est donc en 2023 justement que DreamWorks Animation annonce une adaptation cinématographique de cette trilogie de livres avec Chris Sanders comme scénariste et réalisateur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'en est pas à son coup d'essai dans le domaine de l'animation. J'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais Chris est une sacrée pointure dans le domaine. Diplômé de CalArt, il débute sa carrière de jeune illustrateur junior chez Marvel Comics. Il est ensuite recruté comme animateur chez Walt Disney Pictures en 87 à l'occasion de la sortie de Bernard et Bianca au pays des kangourous. Il bosse par la suite pour les scénarios du Roi Lion puis Mulan. Mais c'est surtout avec Lilo et Stitch, film dont il est le co-auteur, mais aussi la voix originale de Stitch, qu'il se fait connaître, lui et son collègue Dean DeBlois. Si vous voulez en savoir plus sur leurs travaux, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les détails cachés des films d'animation. On y suit leur parcours, leur transition vers DreamWorks Animation en 2007, leur co-réalisation du long métrage Dragon, etc., etc. Après le succès retentissant de Dragon, Chris réalise les Croods 3 ans plus tard. Il revient plus tard chez Disney pour réaliser son projet personnel, L'Appel de la Forêt, adapté d'un roman. Mais suite au succès très modéré du film, il retourne une nouvelle fois chez DreamWorks afin de leur soumettre une nouvelle idée, celle d'adapter au cinéma le livre Le Robot Sauvage. Une idée acceptée par les studios en quête de nouveautés, mais surtout un projet qui pourrait sauver l'entreprise après l'échec successif de Ruby Ladokraken et des Trolls 3. Et oui, je l'ai abordé dans ma vidéo critique sur Kung Fu Panda 4, mais le studio se porte très mal depuis 2023 malgré le succès critique et financier du Chapeauté 2. DreamWorks nous a toujours habitués à cette forme d'irrégularité dans la qualité de ses productions. Heureusement, Kung Fu Panda 4 a rapporté 550 millions de dollars au box-office, soit plus de 6 fois son budget, ce qui a grandement aidé le studio à se sortir de la merde. Mais malgré cette bouffée d'oxygène, le studio reste en crise, comme de nombreux autres dans le secteur du cinéma depuis quelques temps. Son cas n'en reste pas moins particulier et assez décevant je trouve. Pour vous la faire courte, 5% des effectifs du studio ont été licenciés suite aux échecs financiers de 2023. La production de Kung Fu Panda 4 a dû se résoudre à massivement sous-traiter à l'étranger, d'où le budget bien moins élevé de 85 millions de dollars par rapport à ses précédents films entre 120 et 150 millions. Des coupes budgétaires ont été faites, mais malgré tout cela, Chris Sanders a défendu coûte que coûte son film. Le Robot Sauvage se devait d'être un produit 100% DreamWorks américain. Le studio se plie à cette volonté, mais la décision reste inchangée. Toute production post-2024 se reposera davantage sur des studios extérieurs. DreamWorks abandonne donc la production de ses films sur le campus de Glendale. Perso, je trouve cette décision très révélatrice de l'état de l'animation mainstream occidentale actuelle. Je dis ça parce qu'en parallèle, on observe une explosion de l'animation indépendante qui fait presque concurrence en termes d'audience malgré un budget bien plus restreint. À voir à l'avenir ce que cette industrie deviendra. On n'est pas à l'abri de gros changements dans le secteur, mais concentrons-nous sur la production du Robot Sauvage.
À l'occasion de la sortie de la première bande-annonce du film le 5 mars 2024, le casting a été annoncé au public. On a donc l'actrice Lupita Nyong'o pour le robot Rose, Pedro Pascal pour le renard Escobar, Kit Connor pour Jolie Beck, Bill Nighy pour Lonkou, ainsi que la présence de Mark Hamill, Catherine O'Hara et Stéphanie Hsu. Franchement, une bien belle brochette qui fait plaisir. En particulier Bill Nighy, dont j'adore le travail. La plus grande partie de la communication du film s'est en partie basée sur cette brochette d'acteurs interprétant les personnages. Chris Sanders a basé son entière confiance dans ce casting. Et ça s'est vraiment ressenti à travers l'écran. Hello, I am Rosm7134. I have some essential needs. Here we go! Hey! What's wrong with you? You die. We will fix you right up. Nah, just kidding. Ayant vu le film en VO, je peux vous dire que chaque voix est impeccable. Mais ça, je vous en parle dans ma partie critique. Pour sa première venue au festival d'Annecy, Chris Sanders profite de l'occasion pour partager les premières images et infos de son film. Il nous raconte les détails de production, ses premières idées, son inspiration artistique et le travail fourni en compagnie de son équipe. Par exemple, Rose, le robot du film, ne devait pas ressembler à ce qu'il est. On rappelle, dans le livre, il a cette apparence. Chris avait alors imaginé un robot sans trop d'expression, un peu comme C3PO, bien différent de ce qui a été déjà fait dans d'autres films de robots comme Wall-E ou Le Géant de Fer. Bon, avouez que ça aurait été bien dommage, mais il y a une raison à ça. Chris avait réellement cette volonté de marquer le public par la beauté d'un personnage ayant le moins de traits humains possible, comme une bouche par exemple. Tout devait passer par les yeux dans un premier temps, mais surtout le ressenti du spectateur. Après plusieurs semaines de recherche et développement, passant d'inspiration en inspiration comme Robbie du film La Planète Interdite, ou encore le robot du château dans le ciel, le chara-design de Rose a été finalisé. Sanders knew exactly how he wanted the book to come to life. Taking care of him is your task now. Task acquired. Pour ce qui est de l'environnement global et la direction artistique, Chris cite d'emblée Tyrus Wong, célèbre illustrateur ayant travaillé sur Bambi des studios Disney, ainsi que Hayao Miyazaki dont il a une réelle admiration. Et le film s'inspire fortement du mood de Mon voisin Totoro selon les dires de Chris. D'ailleurs tiens, cette fameuse patte graphique, elle sort d'où? Beaucoup diront qu'elle est issue de l'héritage du Chapeauté 2, et à raison en partie. Mais DreamWorks n'avait pas retenté l'expérience pour ses autres productions. Alors pourquoi le robot sauvage tout particulièrement? Pour le savoir, on a un extrait d'interview de Baptiste Van Opstal, le directeur de l'animation. Je cite: « Il fallait rester le plus proche possible de ce qu'on sent quand on regarde les peintures de départ, qui sont très impressionnistes. C'est le parti que j'ai pris très rapidement pour les retravailler en 3D. Au final, le graphisme est moins abstrait que le matériel de départ, mais on en est arrivé à quelque chose d'intéressant. Ça fonctionne bien pour la narration. Le but étant que les spectateurs soient intéressés par l'image sans qu'ils se penchent sur chaque détail. Le film est surtout basé sur les sentiments que l'image procure dans son ensemble. Chris a mis un point d'honneur sur ce parti pris. Le film se devait d'être le plus fidèle possible au concept art offert par l'équipe de pré-production. Même sans parole, le spectateur devait être transporté dans un autre monde, comme un passionné d'art devant une toile de maître. Je l'ai toujours dit, la réussite artistique d'un film se repose très souvent sur le travail fourni en amont et le temps alloué à mettre en place les fondations. I was really fortunate to start this whole thing when it was much more traditional and everything was drawn by hand, and then CG came along. Underneath the characters there's geometry. But they are also coated and completely covered by hand-painted textures. So every single thing in this is hand-painted. Sans oublier l'importance allouée à la musique, un pilier essentiel pour transmettre au mieux les émotions du film. Et c'est Chris Bowers qui est sélectionné afin de remplacer Henry Jackman, premier candidat au poste. Compositeur de musique connu pour ses travaux pour des séries télévisées, Chris réalise sa première composition pour un long métrage d'animation. Bref, la production du film a duré environ 3 ans et son accueil critique et public n'a fait que confirmer cette théorie. Le film est en grande partie acclamé, les retours positifs s'enchaînent, les vidéos de spectateurs en pleurs à la fin de leur séance s'accumulent de plus en plus sur les réseaux sociaux et le bouche à oreille fait vraiment bien son boulot. Et heureusement, car le film sort un peu de nulle part. Il ne fait pas partie d'une franchise à succès et n'est pas aidé par un précédent opus. C'est un one-shot qui a réussi l'exploit d'être une totale réussite pour DreamWorks. C'est assez rare en ce moment.
Le robot sauvage obtient un score de 98% côté critique comme public sur le site Rotten Tomatoes, ainsi qu'une note de 85 sur Metacritic. C'est quasi unanime, ça en est presque lunaire tellement le film a réussi à mettre tout le monde d'accord. Aujourd'hui, le robot sauvage cumule 230 millions de dollars au box-office, avec côté français 1,2 million de spectateurs dans nos salles. Espérons que ça continue, sachant que le format physique est déjà sorti en magasin bizarrement. Je trouve ça fou de sortir ça si vite. Laissez les cinémas vivre un peu, non? Quoi qu'il en soit, une suite est déjà confirmée par DreamWorks. Est-ce une bonne nouvelle d'autant précipiter les choses? Ça se discute. Dans tous les cas, si Chris Sanders veut respecter la trame des livres d'origine comme il l'a fait avec son premier film, c'est tout naturel que le robot sauvage soit adapté en trilogie. Ça, c'est si le deuxième était à la hauteur du premier, bien évidemment. Mais une chose est sûre, cette suite rapportera bien plus d'argent que ce premier opus. C'est toujours comme ça que ça marche, peu importe sa qualité artistique. Mais en parlant de ça, tiens, ne serait-ce pas temps de vous partager ma critique sur le robot sauvage? Eh bien dans ce cas, c'est parti. Parfois, pour survivre, il faut outrepasser ce pourquoi on est programmé. Le film raconte le périple de Rose, un robot du modèle Rosum 7134 de chez Universal Dynamics, se retrouvant sur une île déserte de toute présence humaine après un naufrage. Confronté à un lieu hostile peuplé d'animaux sauvages, Rose doit s'adapter et survivre dans cet environnement, n'ayant aucunement besoin de ses services destinés aux humains. Tout bascule lorsqu'elle croise le chemin d'un œuf, donnant naissance à un oiseau orphelin. Bien que novice dans le rôle de mère, Rose choisit de l'adopter et de l'élever, accompagnée de son nouveau compagnon de fortune, un renard peu apprécié de la faune locale. Voilà en gros le synopsis du film. Et je préviens pour plusieurs points avant de commencer. Dans un premier temps, je vais essayer de spoiler le moins possible. Si je le fais, c'est soit parce que c'est montré dans la bande-annonce, soit c'est des éléments sans trop grandes conséquences. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu le film en VO par choix. C'était impératif que je le voie en VO, n'étant pas assez convaincu par la VF des bandes-annonces. Je considère que le choix de la langue influe beaucoup sur la qualité du film et sur ce qui peut nous faire ressentir. Mais j'ai cru comprendre de beaucoup de gens que la VF était qualitative. L'occasion de le revoir après tout. D'ailleurs, concernant les personnages, je vais les nommer par leur nom français, ça m'évitera de me casser les pieds avec mon accent Frenchy baguette. Merci de votre compréhension. Mais sinon, par où commencer ? Je ne vais pas passer par 4 chemins. J'ai adoré ce film. J'ai adoré tout ce qu'il représente. Tout ce qu'il me montre, ce qu'il me raconte, me fait ressentir et vivre. Comment vous décrire tout ce que j'ai vécu à travers ce film? Il y a tellement à dire. Et en même temps, je dois me restreindre pour vous éviter de trop en savoir avant votre visionnage. Commençons par ce qu'on voit avec nos yeux. Le film est somptueux dans son exécution. C'est fou à quel point ils ont réussi à viser juste. Le robot sauvage marque un nouveau chapitre dans l'histoire de DreamWorks Animation, qui fête d'ailleurs ses 30 ans cette année. Le chapeauté, c'était vraiment quelque chose visuellement, utilisant ses actions épiques pour rajouter des FX 2D dans un environnement 3D très stylisé. Le robot sauvage, lui, s'y prend différemment. Les personnages sont en 3D très définis, par contre, les décors jouissent d'une attention toute particulière. On pourrait croire, quand on n'est pas habitué à cet amas de brush désordonnés, que le film semble pauvre dans son traitement des décors. Mais encore une fois, tout est pensé, que ce soit artistiquement comme scénaristiquement. Regardez-moi cette justesse d'exécution dans cette recherche de concept, fidèle au courant artistique auquel ils font référence. Chris Sanders et son équipe ont opté pour une esthétique visuelle unique, inspirée par les œuvres du peintre Claude Monet. Ce choix artistique renforce l'intensité émotionnelle et immerge le spectateur dans des paysages somptueux, vibrants de couleurs et de textures. Sachant que l'esthétique brute et conceptuelle de certains décors de fond servent avant tout à mettre en avant les personnages à l'écran. Imaginez à quel point c'est difficile de faire des rendus 3D d'animaux au milieu d'une forêt. Si le film avait été en CGI réaliste, il aurait été totalement illisible. C'est pour ça que le traitement sur les animaux est assez intelligent. Déjà, ils ne sont pas anthropomorphisés. Ils gardent leurs proportions et leur comportement animal au maximum, avec de temps en temps un écart pour l'humour. Pour leur traitement, ils sont souvent plus saturés pour les faire ressortir de leur environnement. En particulier le renard Escobar d'un orange bien pétant. Nager c'est fastoche, je peux lui apprendre comme ma mère m'a appris. Nage! Chaque animal a son chara-design simple, semi-réaliste, mais surtout attachant. Je prends par exemple la mère opossum et ses petits, qui ont pour moi l'un des meilleurs traitements graphiques du film, sans parler de l'humour bien amené, lié au comportement réel de cette espèce dans la nature. Ta maman, où elle est? Il
tu meurs plus vite. Parce que oui, chaque espèce a été minutieusement étudiée pour le bien de ce film. Ça se voit qu'il y a eu pas mal de recherches en amont. Et puis c'est parfait pour les enfants qui veulent en apprendre plus sur la faune et la flore nord-américaine. C'est vraiment bien amené et plein d'humour. Vraiment, le film est beau, mais il est aussi très drôle. Il joue sur le comique de situation avec tous ces animaux qui ne savent pas comment réagir correctement face à Rose. Et en même temps, d'un autre côté, Rose, incapable de comprendre le sarcasme et le second degré, vu que c'est une machine. Ouais, un humour pas lourd du tout, et surtout pas en bas de la ceinture comme DreamWorks nous l'a habitué. Concernant les deux animaux principaux du film, Jollybec et Escobar, j'ai particulièrement aimé leurs personnages. Plus enfant que adolescent pour Jollybec, que j'ai trouvé particulièrement mignon et drôle en Oisillon, et plus conventionnel et déjà vu en adolescent. Pour ce qui est de Escobar, formule classique, comme tout renard de film d'animation, son problème principal est de ne pas être apprécié par le reste de la population locale. Il n'a pas de famille, pas d'amis, et la grande sœur ou la mère qu'il retrouve en Rose m'a particulièrement touché dans ce film. Et puis Pedro Pascal, merde. Look, you need to learn how things work on this island. Me, the bear, everybody, we're all just trying to survive. And kindness is not a survival skill. Mais pour en revenir à la nature en elle-même, qui figure comme un personnage à part entière du film, celle-ci se veut très neutre, ni accueillante, ni effrayante. On n'est pas dans un Disney. La nature est magnifique à la fois dans sa poésie, calme, humble et apaisante, mais elle peut également être dure et cruelle. L'île est hostile, tout peut te tuer à chaque instant. La mort y est d'ailleurs abordée dans les premières minutes du film. Le film n'hésite pas à jouer sur la météo capricieuse des îles nord-américaines, donnant encore plus de vivant à cette nature si dominante. Et c'est là que le traitement incroyable de la lumière intervient. Et quelle lumière! Même elle est stylisée. Le film n'hésite pas à cramer ses plans quand c'est nécessaire, mais la plupart du temps, la lumière est tamisée. Traversant les arbres, s'adaptant aux saisons qui passent. La lumière épouse l'environnement et ses habitants, et elle a un rôle essentiel dans la survie de ceux-ci. La lumière a été pensée dès les premiers concepts. Et même quand elle semble être absente, il y aura toujours un élément pour nous rappeler son importance dans l'histoire. Rose, le personnage principal du film, a un chara-design à la fois simple et agréable, mais surtout intelligent. C'est un robot censé exécuter n'importe quelle tâche. Il était donc nécessaire de la designer de la manière la plus moderne et ergonomique possible. Elle est de dominance sphérique, donc bienveillante par essence. Elle est de couleur blanche pour la détacher un maximum de son environnement. Elle a des bras extensibles, très pratiques pour la sortir de situations ou pour réaliser des prouesses impossibles pour l'homme. Ses yeux sont magnifiquement bien amené avec un mode de fonctionnement rappelant fortement les objectifs photo. Mais le détail le plus beau de son corps reste ses lignes de lumière transmettant ses émotions, ou de manière plus terre à terre, ses lignes de code modifiées par sa volonté propre. Car la lumière de ses lignes et alvéoles provient de son processeur au centre de son cœur. Tu es défectueuse. Je me sens bien. Tu n'es pas conçu pour ressentir quoi que ce soit. Durant l'entièreté du film, et ce depuis qu'elle a adopté ce bébé Wa, Rose viole continuellement ses lignes de code. Elle change mentalement, mais aussi physiquement. Bon, déjà elle prend très cher au début du film dans ce nouvel environnement hostile qui ne veut pas d'elle, mais tout au long de l'histoire, son corps se modifie par l'impact de la nature. Certains de ses membres sont remplacés par des matériaux bruts, sa carlingue se recouvre de végétation, son système se rouille, et sa batterie fonctionnant à l'énergie solaire ne fait que faiblir. Mais là, on entre un peu trop dans le scénario. L'occasion d'en parler, tiens. L'histoire du robot sauvage est assez classique dans son exécution et se découpe en 3 grands chapitres. D'abord, l'adaptation de Rose dans son nouvel environnement, puis sa relation avec Jollybec, loi qu'elle a adoptée, son apprentissage urgent avant l'hiver afin qu'il rejoigne les siens pour la grande migration, et enfin le dernier chapitre, l'élément perturbateur du film, rappelant à Rose la dure vérité de la situation. Sa place n'est pas ici, mais auprès des hommes. J'ai eu un mal fou à te retrouver. Bon, on est d'accord, presque l'entièreté des spectateurs ont adoré ce deuxième chapitre. Le plus gros et le plus complet du film en même temps. Se centrant davantage sur les relations entre Rose et les animaux alentours, surtout Escobar et Jollybec. Et puis t'as le milieu du film qui nous a tous fait chialer, tellement la scène est belle, bien exécutée et forte en émotion. C'est l'occasion d'ailleurs de vous partager mon score. Les larmes sont montées 4 fois durant le film et j'ai pleuré 2 fois.
Ouais, surtout au générique de fin, comme de nombreux spectateurs, je les voyais avec leur visage tout gonflé là. Oh là là, mais qu'est-ce que ça fait du bien ce genre de film qui nous piétine la gueule comme ça. Et oui, pleurer est une bonne chose, et c'est un argument suffisamment valable pour vous faire aller voir ce film. Ça vous fera beaucoup de bien, croyez-moi. Beaucoup de choses m'ont amené à cet état dans la salle de cinéma. Comme je l'ai dit, le film est magnifique. Les couleurs et la lumière nous en mettent plein la vue. Ensuite, on s'attache aux personnages. On ne veut pas les voir partir. On ressent ce qu'ils ressentent, même quand ils ne partagent pas directement leurs sentiments. Tout se raconte par l'image et le son. Bah tiens, le son, parlons-en. En plus d'avoir le droit à une bande sonore de qualité et un mixage audio impeccable, sublimé par les voix des acteurs vivant leurs personnages, on peut citer l'un des plus gros points forts de ce film, sa musique. Mon dieu, mais Chris Bowers, ça se voit pas du tout que c'est ton premier film d'animation. C'est beau, épique, triste, la partition orchestrale est aux petits oignons. Chaque note raconte quelque chose et accompagne parfaitement Rose et ses compagnons durant toute l'histoire. Sans parler de la bande originale, avec les deux chansons interprétées par la chanteuse américaine Maren Morris. D'abord Kiss the Sky, lié au moment le plus fort du film, une chanson d'une grande intensité. Just my kiss the sky. Et enfin, Even When I'm Not, jouant sur les émotions et cet attachement maternel qui s'est créé entre Rose et Joliebec. Non, sérieux, les charges mentales et émotionnelles sont à leur max là. Et je pense que c'est le bon moment pour rentrer un petit peu plus dans les détails de ce que le film cherche à nous raconter. Le robot sauvage aborde plusieurs grands thèmes que l'on retrouve dans de nombreux films d'animation, mais qui sont tellement bien racontés qu'on en oublie ce parti pris assez classique et déjà vu. Le film traite d'énormément de choses et aucune ne prend réellement le pas sur l'autre. Elles ont toutes leur importance. Et non, contrairement à ce que disent certains, ça n'est pas un film moralisateur écolo. On n'est pas dans la même veine que Wall-E. Le thème est abordé certes, mais c'est plus comme un habillage, un constat au final. En gros, le film se passe dans notre futur, où l'humanité a évolué, s'étant adaptée aux changements climatiques drastiques comme la montée des eaux, qui est inévitable, hein, c'est un fait. On voit à un moment le pont de San Francisco, presque complètement recouvert d'océan, avec les baleines effectuant leur migration. Magnifique scène d'ailleurs. Mais bref, le robot sauvage aborde des thèmes forts comme la famille. Dans cette histoire, les membres de la famille peuvent ne pas se ressembler, ou même tout simplement ne pas appartenir à la même espèce, mais tout ça n'a pas d'importance. Faire partie d'une famille est une question d'amour, de confiance et de loyauté. Ça mène au thème de la tolérance, de l'acceptation et de la coopération. Quand Rose débarque sur l'île, elle est directement prise pour une menace par les animaux, qui l'appellent monstre, et a raison. Rose débarque comme un colon, imposant sa manière de fonctionner à une nature insensible à ses services. De quoi rappeler le mythe du bon sauvage et l'histoire américaine un peu. Did anyone order me? Mais Rose, de par sa capacité à survivre et à s'adapter, fait preuve de mimétisme afin de comprendre au maximum la faune qui l'entoure. Elle apprend leur langue, reproduit leur comportement, leur manière de se déplacer, de vivre, tout en gardant son habilité à construire, imaginer, créer des choses utiles comme un foyer, un feu, des éléments de déco, etc. Cette volonté soudaine de vouloir rester en vie et comprendre son environnement est en soi une violation de ses codes. Mais quand elle en vient à rassembler les animaux dans un effort collectif afin de survivre à l'hiver, Rose, par sa compassion, son empathie et son amour, devient petit à petit ce fameux robot sauvage. En résumé, le film veut nous faire croire dans un premier temps à une histoire de survie, de colonisation, d'impact de la technologie sur la nature, des excès de l'humanité, mais il va bien au-delà de ça. C'est une histoire d'amour, et de peur de ressentir de l'amour. C'est une histoire de famille, d'attachement, ou au contraire du rejet de l'autre. Ça parle de maternité et de la fatalité de voir un jour ses enfants quitter le nid. Ça parle du temps qui passe, nous arrachant ce qu'on aime. Ça parle aussi d'obsolescence, ajoutant une dimension d'urgence et de fatalité au film.
Tous ces thèmes, on les retrouve dans plusieurs autres films du genre. Bien sûr, Le Géant de Fer, mais aussi Pocahontas, Frères des ours, Avatar, Les aventures de Zack et Krista, et plein d'autres. Et forcément, avec cette approche déjà vue, ça mène forcément à des retours négatifs sur le film. Bien qu'il reste très minime, hein. C'est une goutte d'eau dans un océan d'éloges. Y a quoi d'autre qui ressort pas mal? Oui, par exemple, le premier chapitre est assez rushé, mais quelque part, c'est ce que veut le film. Nous perdre dans ce nouvel environnement hostile et stressant. Avec tout de même cette petite touche d'humour, hein, faut pas déconner. Le dernier chapitre n'a pas forcément plu à tout le monde, avec un manque de développement, surtout des antagonistes qui débarquent aussi vite qu'ils ne disparaissent. Je pense surtout que la menace se fera bien plus ressentir dans le deuxième film si vous voulez mon avis. Ensuite, que l'histoire peut paraître trop niaise, enfantine ou tire-larme. Bon, ça c'est une question de sensibilité de chacun. Perso, je trouve au contraire que le film fait un bien fou, surtout dans l'atmosphère anxiogène dans laquelle on vit ces temps-ci. Apprenez à accepter que des films est une exécution simpliste. Tant que c'est bien raconté et que ça vous procure des émotions, c'est l'essentiel au final. Et je ne vous demande absolument pas de poser votre cerveau, bien au contraire. Réfléchissez d'autant plus à ce que vous regardez. Je suis sûr que je vous ai appris des choses qui vous ont échappé. Ça évitera cette éternelle pensée réductrice comme quoi les films d'animation seraient réservés aux enfants. Mais maintenant que j'ai partagé mon ressenti global sur ce film, on va pouvoir conclure. Le Robot Sauvage est un film exceptionnel, riche en émotions, généreux en moments de vie, dialogue fort et messages impactants. Il est sublime dans son traitement graphique et je rêve que de nombreux studios prennent ce parti pris pour quelques-unes de leurs productions animées. La 2D 3D stylisée, c'est l'avenir. Merci Spider-Verse, merci le Chapeauté 2, merci Arcane bordel. Vous allez passer un bon moment devant le Robot Sauvage car il sait s'adapter à chaque mood. Vous voulez en avoir plein la vue, regardez ce film. Vous êtes triste et déprimé, regardez ce film. Vous êtes un passionné de nature ou au contraire de nouvelles technologies, regardez ce film. On peut lui reconnaître une trop grande rapidité dans sa mise en scène, malgré un film déjà bien chargé de 1h42, ce qui est déjà beaucoup dans le secteur de l'animation. On aurait espéré plus de contemplatif, plus de respiration. En soi, le plus gros reproche que je fais au film repose sur ma frustration d'en voir plus, ce qui au final est très révélateur de l'amour que j'ai pour lui. Le Robot Sauvage ne m'a pas forcément ouvert les yeux sur mon existence, mes relations ou ma manière de vivre, car j'ai 27 ans et je me sens déjà bien construit, mais je suis convaincu qu'il a su toucher de nombreuses personnes plus jeunes. Il n'empêche que le fait de l'avoir vu avec ma mère a renforcé mes sentiments et mon ressenti dans la salle de cinéma. Maman, je t'aime. Dites à vos parents que vous les aimez, même s'ils le savent déjà. C'est aussi ça le message du film. Reposez-vous sur lui pour dire à vos proches que vous les aimez. Merci DreamWorks pour les 30 années passées ensemble. Merci Chris Sanders pour ce film que tu nous as offert. Merci de rendre le monde de l'animation meilleur avec des films de plus en plus beaux et s'adressant réellement et sincèrement aux spectateurs. C'est ce genre de film qui me conforte dans mes choix de vie et dans ma passion pour l'animation. Le Robot Sauvage reste et restera l'un de mes films préférés de cette nouvelle décennie. Merci à lui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Désolé si j'ai pu paraître un peu fouillis dans ma critique. Ouais, j'ai du mal à chapitrer mes propos des fois. Sinon, je vais vous le dire honnêtement, de toutes les critiques de films que j'ai pu faire sur la chaîne, c'est celle où j'ai mis le plus d'amour. En même temps, le film mérite tellement plus. Rendez-vous compte de l'impact qu'il peut laisser aux nouvelles générations de passionnés d'animation. Je souhaite de tout cœur que ce film devienne la référence de plein de jeunes artistes, comme Le Géant de Fer ou Wall-E l'ont été pour ma génération. Parlez-en autour de vous, dessinez des fanarts, mais rendez-lui hommage. Mais ça, je vous fais confiance là-dessus. En attendant, chers amis, si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne voulez pas rater les prochaines, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il ne reste plus que 2 mois pile et 5000 abonnés à prendre. Allez, on y croit. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage sur les réseaux sociaux et un petit commentaire. Enfin, vous pouvez me soutenir financièrement via un petit don sur ma page Tipeee disponible dans la barre de description. Merci énormément à tous ceux qui le feront. Bien, on se retrouve bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo, sûrement un épisode 3 des dessins animés oubliés, on sait pas. Mais bref, continuez de regarder des films d'animation, n'ayez pas honte de pleurer devant ces chefs-d'œuvre qui ne sont pas que pour les enfants. Riez, pleurez, vivez, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.